va-t-on? Ah, clairement, que c'est beau. Qu'est-ce qu'on est bien là. J'ai des amis peintres qui nous ont conviés à un déjeuner sur l'herbe. Quand? Dès demain. Oh bah alors là, j'y vais C'est une avec bonne idée. grand plaisir. Vraiment, ça me fait tellement du bien. Asseyez-vous, vous allez vous restaurer. Oh là 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 là. Vous devez être bien éprouvé après ce long voyage. Pensez-vous? Même pas. Je vais quand même m'asseoir. Tout de même chaud. Alors, racontez-moi, j'ai hâte. Même pas 7 jours pour rallier New York au Havre. Et une demi-journée en train pour arriver à la gare Saint-Lazare. Je pense qu'on n'ira jamais plus vite. Oh, bah vous faites bien de le dire. L'océan n'était pas mauvais. Figurez-vous, j'ai trouvé des Jurassiens de Poligny sur le pont. Nous avons conversé tous les jours. C'était bien agréable, heureusement. Parce que il faut dire qu'on est un peu coupé du monde lors de ces grandes traversées. Je pense, oui, alors. Vous ne connaissez pas la nouvelle. Si vous voulez me parler de la statue, j'ai pu la voir. La statue. Oui, celle de Bartholdi Eiffel, la statue de la liberté. Je vois, oui. Eh bien, elle embarquait précisément le jour de mon arrivée au Havre. Ce fut Vous une de ces dernières fois. Vous parlez d'un événement impressionnant, tout en morceaux. Rien que le bras, que l'avant-bras portant le flambeau était aussi haut qu'un immeuble. Vous n'y êtes pas. Je veux parler de Victor Hugo. Quoi, Victor Hugo? Il prend le vapeur pour la mairie? Lui aussi? Non. Je l'aurais raté? Victor Hugo s'est rendu dans les ateliers où on construisait cette statue, dans le 17e arrondissement. Et ce fut une de ses dernières sorties publiques. Vous voulez dire que... Hélas, oui, je veux bien vous dire cela. Victor Hugo est mort. Il est mort vendredi à 1h27 de l'après-midi. Ils ont arrêté l'horloge sur la cheminée, comme c'est de coutume. Au moment où je prenais le bateau? Il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant, toute la France est en deuil. Pendant 10 jours, on a suivi, heure par heure, son agonie. 3 médecins à son chevet, 3 bulletins de santé par jour. Depuis, les dépêches arrivent du monde entier. Rome, Madrid, Budapest, Berlin. Ah, vous vous rendez compte? Berlin. Je crois qu'il est rentré dans la postérité avant d'entrer dans la mort. À vrai dire, ce n'est pas si étonnant que cela. Il a servi des causes universelles. Vous rappelez-vous de ce Tapner, ce modeste employé pendu à Guernesey. Vous rappelez-vous de John Brown, qui donna tant pour l'abolition de l'esclavage. Des gens modestes. Il n'a pas hésité à défendre ces personnes et leur cause. Un porte-parole international pour les opprimés. Mais de quoi est-il décédé? On m'a parlé de choléra, encore bien présent dans la capitale. Rassurez-vous, il n'est pas mort de cette saleté. Non, il a fait une congestion. Ah, je crois qu'il en avait fait une il y a quelque temps déjà. Cette fois-ci, ce sont les poumons. Je l'avais vu pour ses 79 ans. Nu-tête, en plein mois de février tout de même. À la fenêtre de sa maison. Enfin, celle de son ami Paul Meurice.
au 50 avenue des Lots. C'était juste avant mon départ aux États-Unis. Il n'était plus très vaillant, non. Il était, je me souviens, entouré toujours de Jeanne et de Georges. Et ça, ils étaient là au balcon. Il avait fait sa première congestion cérébrale cette fois-ci. Je crois que la ville craignait qu'il ne meure rapidement et qu'on avait un peu précipité les hommages. Il avait accepté, mais il avait rajouté une condition. À condition que toutes les punitions dans les écoles soient levées ce jour-là. Oui. On a parlé de près de 600 000 personnes pour un anniversaire. Vous savez qu'ils ont nommé l'avenue des Lots avenue Victor Hugo. On pouvait lui écrire « Monsieur Victor Hugo en son avenue ». Mais oui, vous avez raison, il aimait beaucoup ses petits-enfants. Les pauvres. Ils doivent être éprouvés. Oui, ils ont 15 et 16 ans maintenant. Ils ont assisté leur grand-père jusqu'au bout. Et maintenant, ils sont à barricader la villa devant l'afflux de personnalités qui viennent pour signer le livre de condoléances. C'est vrai, je ne les ai pas vus grandir. Je les vois toujours jeunes bambins auprès de leur grand-père. Mais comment se portait-il avant son attaque? On ne le voyait plus beaucoup et il n'écrivait plus guère. La dernière fois qu'il est sorti, c'était pour la réception de Ferdinand de Lesseps, pour sa réception à l'Académie. Je crois qu'il a pris 3 semaines. Tout de même, deuil national, avenue portant son nom. Dites donc, il ne manque pas d'honneur. Attendez, voilà qu'on rouvre le Panthéon pour l'y mettre. Le Panthéon? Oui. Mais c'est l'église Sainte-Geneviève. Eh oui, Satan triomphe, a titré un grand journal catholique. Oh, ça fait tout un pataquès. Hein. Il n'y a que la croix, tout en haut de l'édifice, qui fait de la résistance. Les ouvriers se sont acharnés dessus pour l'enlever, elle n'est pas tombée. Trop lourd, dont-il dit. Comme ça, si un roi revient, il pourra chasser Hugo et remettre le Saint-Esprit. Comme vous y allez, comme vous y allez. Déjà que l'évêque voulait lui donner l'extrême onction et qu'on lui a refusé l'accès à la ville. Refusé? Oui, refusé. Le rappel, grand journal, a donné hier un extrait de son testament. Tenez, je vais vous le lire. Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je souhaite être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu. Vous voyez, c'est sans appel. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Pensez, les catholiques voulaient une messe à Notre-Dame. Voilà. Si on cédait pour Hugo, c'est toute la République qui allait se faire bouffer par les curés. Alors, juste un petit corbillard tout noir et 2 chevaux. C'est sobre, c'est bien. Et puis après, le Panthéon tout de même. Il ne lui manque que la statue. Il l'aura sur son lit de mort. On a fait venir le peintre Bonnat qui lui a tiré le portrait. Le sculpteur Dalou a été invité pour lui dresser un buste. Il a fait un plâtre sur son visage de mort. Tout cela conformément aux usages et traditions de la grande bourgeoisie. Voilà. Il y avait la une du Figaro. Tenez, je l'ai porté ici. Voilà. Le portrait fait par Bonnat. Regardez. Tout à fait saisissant. Ah oui, vraiment. Vous croyez qu'ils l'ont embaumé comme un pharaon? Ne plaisantez pas avec ces choses-là, ma chère. Les embonneurs sont venus. Mais ils ont mal fait le travail. Alors on l'a mis dans une bière en plomb. Et cette bière à l'intérieur d'un cercueil en sabbat. Parce qu'on voulait l'exposer? Mais oui, et on l'a fait d'ailleurs. Mais le cercueil était fermé. Voilà. C'était hier soir, le 31, sous l'Arc de Triomphe. Et vous vous y êtes rendu? Eh oui, vous pensez, c'était l'événement à ne pas rater.
Voilà, la foule était innombrable. D'autant que pour la première fois, la ville avait fait éclairer la place de l'Étoile avec l'électricité. Ce prodige d'Edison est tout à fait épatant. Vous auriez vu cela? Oh, quand même. Vous en parlez comme d'une fête. Eh bien, ce fut un peu le cas, je dois vous l'avouer. Oui, bien sûr, il y avait l'hommage au grand homme, tout ce décorum, cette lumière, l'arc de triomphe, etc. Mais Paris avait tout de même des airs de fête. L'arc était tout décoré d'un grand vélum de crêpe. C'était très impressionnant, ça tombait à la perfection. Nous devons ça à notre ami Mercier. Et ils avaient dressé un immense catafalque, je ne sais combien de mètres de haut. Et tout autour, il y avait des oriflammes qui brûlaient. Et sous chacun des oriflammes, le nom d'une œuvre de Victor Hugo. Je me suis mis dessous Hernani. Ça. Vous auriez vu, sous Les Misérables, personne ne pouvait plus y aller tant la foule était dense. Je me souviens que le grand homme s'était ému que le nom de son père ne figurât pas à l'Arc de Triomphe, C'est exact. aux côtés des généraux d'Empire. D'une certaine façon, cela compense cet oubli. Un Hugo sur l'Arc de Triomphe. Vous vous rappelez d'Antonin Mercier, Oui, le sculpteur, voilà. Nous étions allés à l'inauguration de sa statue en 1877, je crois. Oui. C'était au Louvre. Il avait fait un cheval avec la figuration des arts tout à fait remarquable. ah oui, oui, je me souviens. Il était d'ailleurs il avait quand même beaucoup plus d'allure que Badinguet sur son canasson. Ah, faut le dire, celui-là. Hier, il m'a présenté un jeune sculpteur. Une femme, me croiriez-vous. Elle se nomme Marguerite Gagneur, mais il l'appelle Siamour. Une jurassienne. Quelle coïncidence. Vous savez, sur le pont du Vapeur, les Jurassiens, ils m'ont parlé de cette jeune fille. Tenez, sa mère vient du côté de Pauline. C'est une militante très en vue, une pacifiste qui a écrit de nombreux livres, très engagée sur les droits des femmes. D'ailleurs, elle voudrait qu'on dise de sa fille sculptrice et non sculpteur. On aura tant vu. Donc ce Mercier, vous le connaissez? Oui, il est responsable de l'organisation des cérémonies, je vous l'ai dit. Et il a demandé à cette sculptrice de faire tout spécialement un médaillon de la République sous les traits de Marianne. Elle n'a que 28 ans. En effet, ils m'ont parlé d'un buste de Marianne déjà, pas très loin de chez eux. Vous êtes au courant? Bien sûr, c'était à Châteauneuf, la presse nationale en a parlé. L'an dernier, vous étiez là. C'était à l'initiative de Victor Poupin. C'est un ami de Victor Hugo. Il a créé avec lui l'Union démocratique et anticléricale. Il doit être bien heureux que l'Église n'ait pas mis la main sur son corps, celui-là. Le médaillon devait être installé sous le catafalque, mais je ne l'ai pas vu. Tant il y avait de monde. C'est cela, une agitation populaire comme vous n'avez jamais vu. La préfecture craignait les débordements. Il n'y avait pas eu une telle foule à Paris depuis bien longtemps. Certains ont dit depuis la Commune. D'ailleurs, n'était-ce pas date anniversaire de cette semaine? 21 au 28 mai 71, la semaine sanglante de la Commune de Paris. Hugo a obtenu l'amnistie des proscrits. Le gouvernement devait redouter l'agitation, le retour de la Commune. Ah, calmez-vous, cher ami. Le préfet a fait interdire tous les drapeaux rouges et noirs. Voilà. Mais les hommes, eux, étaient tous là. Les ouvriers, les révolutionnaires, le peuple de Paris était descendu pour rendre hommage
à celui qui les avait défendus, celui qui les avait représentés, celui qui leur avait rendu leur dignité. Le proscrit qui avait tenu bon. La police était partout. Mais ce fut une fête tout de même. Le vin a coulé à flot et il y avait beaucoup de femmes dehors. Oh, Henri, je vous en prie. Ah, cela n'aurait pas été pour déplaire à Victor Hugo. Il a toujours été bien entouré de femmes dont il appréciait la proximité. Mais depuis son attaque cérébrale, il était bien seul. Que de drame, en effet. Il a perdu son fils Léopold, puis sa fille Léopoldine, puis son fils Charles, et puis encore François-Victor, et toutes les femmes qui l'ont accompagné, Adèle, Juliette, Léonie. Le Panthéon est pour demain alors? Oui, c'est prévu ainsi. Ah, il fallait entendre hier comme cela chantait. Sainte Geneviève, vas-tu fiche le camp? Ça fait bien longtemps, ça fait bien longtemps. Sainte Geneviève, vas-tu fiche le camp? Depuis tout ce temps, ta poire est bien blette. Sainte Geneviève, vas-tu fiche le camp? Où je défonce ton petit monument. Sainte Geneviève, Vas-tu fiche le camp? Ça fait bien longtemps, ça fait bien longtemps. Sainte Geneviève, vas-tu fiche le camp? Depuis tout ce temps, ta poire est bien blette. Sainte Geneviève, vas-tu fiche le camp? Où je défonce ton petit monument. Merci à vous. Qui dit travail de conférencier dit également échange avec le public qui est présent et qui nous a fait l'honneur d'être là. Et puis j'aime bien aussi dire que c'est avant tout un homme de lettres. Voilà. Victor Hugo, voilà, il a passé son temps d'abord à écrire. Il a une œuvre énorme. Poésie, théâtre, roman, plus tout ce qu'il a écrit pour la presse, des essais. Et comment on peut expliquer à l'époque cette popularité immense, sachant que c'était un auteur avec des œuvres populaires, mais que le livre, à l'époque, je pense, était réservé aux bourgeois et coûtait très cher. Et il n'y avait pas tous les médias qu'on connaît aujourd'hui. Donc comment il y a eu cette ferveur populaire à travers quel type de médias Alors il y a un média qu'on oublie, c'est le bouche-oreille. Voilà. Et les journaux se lisent publiquement dans les cafés. Il y a des lectures publiques qui sont faites. Et donc les gens ont entendu, sinon la totalité de l'œuvre, et ont entendu des extraits. Les poésies également circulent. Et donc ces poèmes sont lus, sont appris. Et donc il y a une popularité qui se fait aussi comme cela. Et dans les écoles, on commence justement. Alors on est vraiment tout au début, vous dites 1882, voilà, l'école de la République s'installe, mais très vite, Victor Hugo devient l'auteur incontournable. Voilà, ça c'est des générations qui ont été formées avec les œuvres de Victor Hugo,